T'es-tu déjà demandé quelle taille de chien est la meilleure pour la zoothérapie? Un petit, facile à transporter, un moyen passe-partout ou un gros, rassurant et imposant? La réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait croire, puis il y a beaucoup d'idées préconçues sur la taille idéale d'un chien en zoothérapie. Aujourd'hui, je te partage mon expérience sur les avantages et inconvénients de chaque choix. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie. Tu veux en savoir plus sur la zoothérapie et ce qui entoure la pratique? Bien, abonne-toi à la chaîne. La taille des chiens. Je te fais les grandes lignes, puis reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner des exemples concrets en rapport avec différentes clientèles. On entend souvent dire que les petits chiens sont les meilleurs pour la zoothérapie. C'est vrai ou faux? Bon, il y a des avantages. Ils peuvent être pris dans les bras, sur les genoux, plus facilement installés sur un lit selon la clientèle. Ils sont également faciles à transporter. Hein? Un petit transporteur, un panier, en voiture, puis sont bien acceptés dans tous les environnements. Ils sont moins impressionnants et intimidants pour les personnes qui ont peur des chiens aussi. Il y a des inconvénients. Un petit chien va être plus fragile. Il y a plus de risque de blessure s'il est manipulé de façon brusque. Ou il y a un risque de fracture plus élevé, juste de sauter, monter, descendre d'une certaine hauteur. Certains peuvent être aussi plus nerveux, plus sensibles au stress dans des environnements bruyants ou très stimulants. Et ils peuvent être perçus comme un jouet très mignon. Il est pris moins au sérieux. Personne ne prend les petits chiens au sérieux, je te le dis. Un petit chien peut être un excellent choix, mais ce n'est pas toujours la meilleure option selon les besoins des clients. Maintenant, un chien de taille moyenne, le compromis parfait, vrai ou faux? Avantage, écoute, il est suffisamment robuste pour interagir dans différents contextes. Monter, descendre, sauter facilement, avec moins de risque de blessure. Il est adapté à une plus grande variété d'interventions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis il est assez grand pour être bien vu, mais pas trop imposant. Les inconvénients, bien écoute, il est trop grand pour être facilement porté, mais il est trop petit pour certaines interactions spécifiques comme l'appui physique pour des personnes avec des problèmes de mobilité ou même être atteint par une personne en fauteuil roulant. La personne, elle ne peut pas l'atteindre sans risquer de tomber. Un chien moyen est probablement plus polyvalent, mais on comprend qu'il faut bien réfléchir aux besoins spécifiques des clients avant de privilégier cette option. Un chien de grande taille, quoi en penser? Les grands chiens sont souvent écartés par crainte qu'ils soient trop imposants pour certaines clientèles. Bon, pourtant, ils offrent des avantages uniques. Comme leur taille, c'est idéal pour interagir avec des personnes en fauteuil roulant ou ayant une mobilité réduite. Ils dégagent une présence rassurante, apaisante, puis sont adaptés aux séances en extérieur, notamment pour des exercices impliquant le mouvement et l'interaction physique, la stimulation des schèmes moteurs du client, par exemple. Inconvénient, bien, ça prend plus d'espace. Ils peuvent être difficiles à manipuler pour des environnements restreints, puis ils peuvent être intimidants pour certaines personnes, en particulier celles qui ont peut-être peur des chiens. Puis un point important, leurs besoins en nourriture et en soins sont beaucoup plus coûteux que ceux des chiens plus petits. Oui, je le sais, on parle budget, mais c'est un point qui est souvent oublié, oui. Lors du choix d'un chien pour la zoothérapie, on pense souvent à sa personnalité, sa taille, son tempérament, mais on oublie souvent un élément qui est le coût d'entretien. Puis les frais de nourriture vont être vraiment plus élevés, les soins vétérinaires, médicaments, accessoires, écoute, harnais, coussins, jouets, etc. Tout est plus coûteux pour un grand chien. Fait qu'attends-toi à avoir une facture salée. Puis plus le chien est grand, plus les dépenses vont être élevées. Bon, je t'entends me dire, ben oui, Sylvie, écoute, on s'en doutait, mais je pense qu'on ne sait pas vraiment à quel point tant qu'on n'a pas déjà vécu avec un de ces gros toutous-là, crois-moi. Puis juste la gestion des excréments, c'est une tâche pas mal plus fastidieuse. Fait que tu me dis que tu n'as pas envie d'aller là, bien, tu n'auras pas le choix, fait que j'aime autant t'en parler d'avance. Autre point, bien, le transport. Un petit chien, il va vraiment être facilement transporté, en transport en commun même. Un grand chien, mais écoute, il va nécessiter un véhicule adapté. Tu ne voyages pas ton gros chien dans ta Mini Cooper, puis si les déplacements, si le train et l'avion, c'est beaucoup plus coûteux et compliqué. Bon, peut-être que tu n'auras jamais à voyager, mais il faut quand même y penser. Allons-y avec les exemples concrets maintenant. Quelle taille de chien est le mieux adaptée en fonction de ta clientèle? Hein? Alors, la taille du chien, ça va influencer la dynamique des séances puis les objectifs des interventions. Je te donne des exemples. Pour des enfants autour d'une dizaine d'années, bien, le petit chien va être idéal pour les enfants qui sont timides, qui ont besoin peut-être d'être sécurisés ou l'enfant qui a une crainte des chiens. L'enfant ne sera pas intimidé par le petit chien. Mais avec les enfants peut-être plus sûrs d'eux, bien, j'ai remarqué qu'ils ont tendance à vouloir constamment soulever de terre le petit chien. Ils ont tendance à imposer leur volonté aux chiens de petite taille,
Exemple, pousser sur l'arrière-main du chien s'ils ne réussissent pas à faire passer la commande assis. Alors, ils vont peser sur l'arrière-train. Les manipulations peuvent être brusques aussi, puis les consignes sont plus difficilement respectées par les enfants lorsqu'ils interagissent avec le chien de petite taille, de façon générale. Alors, lancez-moi pas des roches. Si vous avez vécu le contraire, c'est de façon générale, c'est ce que je remarque. Avec mon petit Yorkshire, Gus, les enfants ont beaucoup plus de difficultés à respecter les consignes, puis c'est certain que c'est bien qu'on mette ça en place, le respect des consignes, mais au-delà de ça, si on veut que le chien facilite ce qu'on met en place, bien, le petit Gus, il ne me rend pas ça plus facile. T'sais, si l'enfant veut constamment le prendre, le soulever de terre pour l'aider à passer un obstacle, par exemple. Alors, si on va avec le chien moyen, toujours avec cette clientèle-là d'enfants, le chien moyen, c'est un compromis parfait pour travailler avec des enfants calmes, des enfants actifs aussi, un ou l'autre. Le chien est plus robuste, l'enfant ne peut pas imposer. Il doit faire preuve de leadership. Le chien a une belle hauteur en rapport avec l'enfant, fait que c'est idéal pour l'exécution de différentes activités comme un parcours avec des obstacles variés. OK? Maintenant, le grand chien, bien, il peut apporter un effet rassurant, apaisant, effet gros nounours. Par contre, il peut impressionner. Il est aussi plus près du visage de l'enfant. Fait que ça peut faire peur à certains ou même être difficile à gérer par les plus jeunes. C'est comme le gros chien qui n'est pas trop conscient, par exemple, de sa taille puis qui bouscule sans vouloir. J'avais un gros berger allemand de 120 livres, Baxter, qui est maintenant décédé, mais c'était l'exemple parfait du chien sans malice, mais un petit peu maladroit. Puis qu'en se retournant, il accroche l'enfant puis le bouscule un peu. Donc, c'est plus facile de travailler en extérieur que dans des milieux restreints, vu sa taille. Maintenant, les adolescents et adultes en développement personnel. On parle de ce type de clientèle-là. Le petit chien, bien, il peut favoriser la douceur, mettre l'attention sur les détails, mais par contre, il peut être perçu comme, encore là, trop mignon, puis détourné du travail en profondeur parce qu'il n'est pas pris au sérieux. Le petit chien, il est vraiment moins respecté dans l'ensemble, fait que lorsque le client n'arrive pas à ses fins, il peut imposer physiquement en positionnant lui-même le chien, par exemple. Le petit chien nécessite qu'on se penche beaucoup aussi. Fait que c'est pas optimal. Si on veut travailler le leadership du client et l'importance du timing de la récompense, ça devient plus difficile de travailler en étant souvent penché. La personne est penchée, repliée constamment, c'est difficile. Le chien moyen, bien, il est assez grand pour inspirer confiance puis favoriser la connexion émotionnelle, mais pas trop imposant. Fait que c'est une bonne hauteur aussi pour les interactions, ça se fait plus facilement. Et maintenant, le grand chien, toujours avec cette clientèle-là, bien, il y a un impact fort pour les exercices liés à la gestion des émotions, du leadership. Il apporte un effet d'ancrage puis de présence. Il est pris au sérieux. Les clients vont moins tenter de s'imposer par la force ou de se faire respecter par un contact physique. Comme, par exemple, retenir le chien par le collier. OK? Maintenant, personne âgée ou en perte de mobilité, handicap varié, le petit chien. Bien, écoute, le petit chien, il est facile à prendre sur les genoux. Il est idéal pour les personnes en fauteuil roulant ou alité. Fait que cette clientèle peut avoir des douleurs. Puis le petit chien, il va être assez léger pour ne pas occasionner justement de douleur lorsqu'il est pris ou qu'il pose la patte sur le bras ou sur la cuisse. Parce que pour ces personnes-là, il faut comprendre qu'un chien de 20 livres va déjà être trop pesant. Par contre, le petit chien va être difficile à voir ou à atteindre. Là, ça nous oblige à le lever de terre pour les asseoir sur une chaise, les mettre sur le lit ou sur la personne. Sinon, on n'a pas d'interaction parce qu'il est trop bas, il est trop petit. Maintenant, le chien moyen. Il va être trop pesant pour être déposé sur les genoux de la personne. Mais il pourrait être positionné sur le lit, par exemple. Puis même s'il a quand même une bonne taille, bien, les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas l'atteindre quand même. Fait que le chien va être obligé de monter sur un tabouret, un pouf ou une chaise pour être accessible par la personne. On devra lui apprendre ça. Le chien de grande taille, bien, lui, il est parfait pour les personnes en fauteuil roulant. Il est vraiment à la bonne hauteur pour être facilement accessible ou pour les personnes ayant besoin d'un appui physique pour faire des exercices de motricité globale, par exemple. Fait qu'il apporte une sensation aussi de sécurité, de stabilité, mais il peut être difficile à gérer par une personne qui a une force physique peut-être réduite. Alors, l'éducation impeccable du chien est de mise. En conclusion, c'est pas tellement une question de taille, mais d'adaptation aux besoins de la clientèle et aux objectifs des séances. Un petit chien va être plus maniable, mais plus fragile, puis avoir un effet cuteness moins sérieux. Un chien moyen, il est polyvalent, adapté à diverses situations, mais il ne répond pas à tous les besoins non plus. Puis un grand chien, bien, il est imposant, sécurisant, mais il demande plus d'espace et de gestion. Écoute, si tu as la chance de travailler avec toutes les tailles de chiens, c'est parfait, ça te donne la chance d'expérimenter. Sinon, ben, tu as maintenant des pistes de réflexion pour choisir ton partenaire en fonction du type d'intervention prévue.
des clients accompagnés, puis des ressources financières disponibles pour en prendre soin correctement. Maintenant, dis-moi donc, quelle taille de chien tu utilises, toi, en zoothérapie, puis quels défis as-tu rencontrés? Fait que je t'invite à partager ton expérience en commentaire. À la prochaine!